Audie Murphy, né Audie Leon Murphy, le 20 juin 1925 dans la petite communauté de Kingston, dans le comté de Hunt, au Texas, était le fils de Barry Murphy, ouvrier du bâtiment, et de Josie Bell Killian, un couple de fermiers pauvres qui tentaient d'élever une famille nombreuse pendant les années difficiles entre la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression. Audie était le septième d'une fratrie de 12 enfants, et son enfance fut marquée par la pauvreté, l'instabilité et les épreuves. Sa famille menait une existence difficile dans le Texas rural, manquant souvent de nourriture et de ressources. Pourtant, il hérita de ses origines irlandaises une force de caractère, une indépendance et une résilience qui lui seraient précieuses au combat. Ses prénoms, Audie Leon, avaient une signification plus profonde. Il portait en partie le nom de deux hommes qui avaient fait preuve de bonté envers sa mère durant ses épreuves. Des hommes qui avaient veillé sur elle lorsqu'elle était abandonnée par son mari pendant de longues périodes. Son père, Emmett, était instable et souvent absent, faisant des allers-retours au domicile familial avant de finalement quitter définitivement la famille. Cet abandon a laissé Josie Bell élever ses nombreux enfants presque seule, Audie et ses frères et sœurs, assumant des responsabilités bien au-delà de leur âge. Ce contexte familial chaotique a forcé le jeune Audie à mûrir rapidement et à développer une volonté de fer pour survivre. Malgré l'instabilité familiale, Murphy a fréquenté l'école primaire et a grandi dans les environs des villes de Farmersville, Greenville et Celeste, toutes situées dans le nord-est du Texas. Sa scolarité fut cependant de courte durée. Arrivé en 5e année, il dut quitter l'école, sa famille étant dans une situation financière désespérée. Audie, malgré son jeune âge, prit en charge les travaux des champs. Il trouva un emploi de cueilleur de coton, travaillant de longues heures dans la chaleur étouffante des champs texans pour un salaire de misère. Ces années lui inculquèrent non seulement une éthique du travail implacable, mais aussi une profonde compréhension des difficultés rencontrées par les Américains ordinaires durant la Grande Dépression. En 1941, un drame survint avec le décès de sa mère, fragilisant davantage encore une famille déjà désunie. Sa mort bouleversa Murphy, qui lui était particulièrement proche. Sans foyer stable pour les réunir, les jeunes frères et sœurs d'Audie furent placés dans des foyers et des orphelinats, dispersant la famille. Pour survivre, Audie enchaîna les petits boulots à Greenville, faisant tout, du travail agricole aux tâches de bureau, pour gagner sa vie. C'est durant ces années d'incertitude qu'il commença à rêver d'une issue. Une chance non seulement de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, mais aussi de prouver qu'il était plus qu'un simple garçon de ferme pauvre. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'intensifiait et que les États-Unis se préparaient à y entrer en guerre, Murphy entrevit une opportunité dans les forces armées. Bien que très jeune, il était déterminé à s'engager pour subvenir aux besoins de sa famille et servir son pays. Dans un premier temps, l'armée le refusa en raison de sa petite taille et de son apparence juvénile. Il mesurait à peine 1,65 mètres et pesait moins de 55 kg. Mais sa persévérance finit par payer. Le 30 juin 1942, il fut officiellement admis dans l'armée américaine, ouvrant la voie à l'une des carrières militaires les plus extraordinaires de l'histoire américaine. En 1943, après sa formation de base et son instruction avancée d'infanterie, Murphy fut affecté à la compagnie B du 1 Air Bataillon du 15 et régiment d'infanterie de la 3 et division d'infanterie. Son premier déploiement outre-mer le mena au Maroc français, en Afrique du Nord, où il découvrit les dures réalités de la guerre. La chaleur, les maladies et le terrain impitoyable étaient des ennemis aussi redoutables que les forces de l'Axe. Mais Murphy se forgea rapidement la réputation d'un soldat sérieux, discipliné et inébranlable face aux dangers. En juillet 1943, faisant preuve de leadership et de sang-froid sous pression, il fut promu caporal alors que sa division se préparait pour le débarquement allié crucial en Sicile. Cette campagne fut déterminante pour affaiblir le contrôle de l'Axe en Méditerranée. En août 1943,
le 7e et régiment d'infanterie s'empara du port stratégique de Messina, scellant ainsi le succès de la campagne. La bravoure de Murphy lors de ses actions lui valut une nouvelle reconnaissance et, avant la fin de l'année, il fut promu au grade de sergent. L'année suivante, en août 1944, Murphy se distingua lors de l'opération Dragoon, le débarquement allié en Provence. Son courage et son génie tactique y devinrent encore plus manifestes. Il combattit les nazis avec une détermination sans faille, risquant souvent sa vie bien au-delà du devoir. Ses actions lui valurent une promotion au grade de sous-lieutenant et lui et son unité, le Une-Ear bataillon du 15 et régiment d'infanterie, furent décorés de la Presidential Unit Citation, l'une des plus hautes distinctions militaires. En septembre 1944, lors de l'offensive alliée dans le nord-est de la France, la 3 et division d'infanterie dut faire face à une résistance allemande acharnée. Le courage inébranlable de Murphy sous le feu ennemi fut remarquable. À maintes reprises, il s'exposa aux tirs ennemis pour guider ses hommes, secourir ses camarades blessés ou repousser les contre-attaques. Son courage ne passa pas inaperçu, et il commença à accumuler une longue liste de médailles et de décorations, témoignant chacune de sa bravoure. En 1945, il avait consolidé sa réputation lors de la bataille de la Poche de Coulmer, l'un des engagements les plus décisifs de France. À la tête d'une des contre-attaques les plus importantes de la campagne, il fit preuve d'un héroïsme extraordinaire, dirigeant personnellement les tirs et menant ses hommes face à un ennemi largement supérieur en nombre. Sa bravoure lui valut une nouvelle promotion, cette fois au grade de lieutenant, et il fut nommé officier de liaison, rappelé du front au quartier général. Bien que moins risqué que le combat, cette fonction témoignait de la haute estime que lui portaient ses supérieurs. Après la guerre, la carrière militaire de Murphy se poursuivit sous différentes formes. En 1950, il fut nommé capitaine au sein de la 36e division d'infanterie de la Garde nationale du Texas. Mais sa vie allait prendre un tournant inattendu. La même année, Hollywood fit appel à lui. Déjà reconnu comme un héros de guerre, Murphy commença à jouer dans des films de guerre où son expérience personnelle apporta un réalisme saisissant à l'écran. L'apogée de sa carrière cinématographique fut atteinte avec To Hell and Back, 1955, adaptation de son autobiographie éponyme. Interprétant son propre rôle, Murphy offrit au public un aperçu saisissant de la dureté des combats, comme lui seul pouvait le faire. Le film devint l'un des plus grands succès d'Universal Pictures durant la décennie. Parallèlement, il poursuivit ses engagements militaires. En 1956, il fut promu major dans la réserve de l'armée américaine, une reconnaissance de son engagement constant malgré le succès de sa carrière à Hollywood. 10 ans plus tard, il quitta la Garde nationale du Texas, mais resta actif dans les milieux militaires et dévoué à la cause des anciens combattants. Finalement, en mai 1969, après près de 30 ans de service actif et de réserve, Murphy prit sa retraite de l'armée américaine. À cette époque, il avait laissé derrière lui un héritage sans égal. Soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, il avait reçu de nombreuses médailles et distinctions, dont la médaille d'honneur, la Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, la Bronze Star, la Purple Heart et bien d'autres. En 1949, au sommet de sa gloire naissante, à la fois comme héros de guerre décoré et comme acteur hollywoodien prometteur, Audie Murphy épousa pour la première fois l'actrice Wanda Hendricks. Wanda était une jeune starlette talentueuse du cinéma, et leur union suscita d'abord un vif intérêt auprès du public et des médias qui y voyaient une rencontre glamour entre un vétéran de guerre renommé et une actrice prometteuse. Cependant, malgré l'engouement suscité par leur relation, le mariage s'avéra difficile presque dès le début. Murphy gardait en lui les séquelles de ses expériences de guerre, notamment les cicatrices psychologiques des combats et ce qui allait plus tard être reconnu comme un trouble de stress post-traumatique.
Ces séquelles, conjuguées à la pression de sa carrière hollywoodienne naissante et aux exigences de la vie publique, rendaient difficile pour lui de trouver un équilibre familial. La relation du couple se détériora et, 2 ans plus tard, leur mariage se solda par un divorce. La séparation fut douloureuse, mais elle mit en lumière les difficultés personnelles que rencontrait Murphy pour concilier célébrité, bonheur personnel et les fantômes de son passé militaire. Plus tard dans l'année, Murphy retrouva l'amour auprès de Pamela Archer, une femme loin des projecteurs et du regard incessant d'Hollywood. Pamela travaillait comme hôtesse de l'air et, contrairement à son premier mariage avec une autre artiste, cette relation offrait à Murphy la stabilité et l'ancrage dont il avait profondément besoin. La nature constante et attentionnée de Pamela s'est révélée être un véritable pilier dans sa vie, et elle l'a soutenu dans les succès comme dans les épreuves de sa carrière. Leur mariage a marqué un tournant dans la vie de Murphy, lui offrant l'opportunité de se consacrer à sa famille et de profiter d'une certaine tranquillité loin des projecteurs. Ensemble, Odie et Pamela ont eu 2 fils, et la paternité est devenue l'un des aspects les plus importants de la vie de Murphy. Leur premier enfant, Terrence Michael Terry Murphy, était pour lui une immense fierté. Leur deuxième fils, James Shannon Skipper Murphy, vint compléter la famille. Malgré son emploi du temps chargé à Hollywood et les séquelles de la guerre qui le hantaient encore, Murphy s'efforçait sincèrement d'être présent dans la vie de ses enfants. Il trouvait du bonheur à passer du temps avec eux, à les guider et à leur transmettre des leçons forgées par l'épreuve et la résilience. Pour Murphy, ses fils représentaient l'espoir, la continuité et une raison de persévérer malgré les difficultés. Odie Murphy, le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et devenu acteur à Hollywood, était connu pour son honnêteté, sa franchise et son refus de flatter ceux qu'il ne respectait pas. Bien que Murphy ait travaillé avec de nombreux acteurs à Hollywood, dont certains qu'il admirait, il y en avait un qu'il prétendait détester plus que tout autre, le légendaire acteur James Cagney. Son opinion sur Cagney était inhabituellement tranchée, d'autant plus que Murphy se montrait souvent diplomate au sujet de ses collègues. Mais en privé, Murphy aurait exprimé ses sentiments sans détour. Son aversion était fondée sur ce qu'il percevait comme de l'arrogance et de la condescendance. Selon ses proches, Murphy pensait que Cagney, malgré son immense célébrité, méprisait ceux qui n'étaient pas issus du même milieu ou du même cercle hollywoodien. Murphy avait toujours été considéré comme un marginal. Il n'avait pas reçu de formation classique, n'avait pas grandi dans le milieu du théâtre et n'avait aucune formation artistique. Issu d'un milieu rural pauvre du Texas, il accéda à la célébrité grâce à ses actes d'héroïsme pendant la guerre et fit son entrée dans l'industrie cinématographique davantage grâce à son passé militaire qu'à une véritable passion pour le jeu d'acteur. Murphy a un jour déclaré « Cagney agissait comme si nous n'avions rien à faire dans ce milieu. Il n'avait aucune estime pour les soldats devenus acteurs. À ses yeux, nous étions des amateurs qui jouaient à un jeu qui lui appartenait. » Le conflit entre Murphy et Cagney était aussi d'ordre culturel. Né à New York, Cagney a grandi dans les quartiers difficiles où il a appris très tôt à être dur. Et il a transposé cette débrouillardise et cette répartie dans ses rôles au cinéma. Murphy, à l'inverse, était un Texan discret et humble qui préférait l'honnêteté à la bravade. Si le public adorait l'énergie explosive et l'assurance arrogante de Cagney à l'écran, Murphy, lui, voyait les choses autrement. « Je n'ai jamais supporté ses grimaces », avait-il déclaré à propos du jeu de Cagney. « Il jouait toujours le même dur à cuire. » Pour moi, c'était tout simplement du pipeau. Le public y a peut-être cru, mais pas moi. Ce qui semblait vraiment opposer Murphy à Cagney, cependant, c'était l'attitude de ce dernier envers la guerre et les anciens combattants. Cagney n'avait pas servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, chose que Murphy n'a jamais ouvertement condamnée en public, mais il jugeait en silence les hommes qui avaient échappé au service militaire pendant que d'autres combattaient. Dans les années 1940,
Kani fut confronté à des rumeurs concernant ses liens présumés avec le communisme et à des doutes sur son patriotisme, bien qu'il ait finalement été innocenté par la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Murphy, un homme qui avait risqué sa vie d'innombrables fois sur le champ de bataille, n'avait aucune patience pour ceux qui, à ses yeux, remettaient en question les valeurs américaines ou qui manquaient à leur devoir envers leur pays dans ces heures les plus sombres. « Je me fichais de sa célébrité », a déclaré Murphy. « Tout ce que je savais, c'est qu'il n'était pas là quand c'était important. J'ai perdu trop d'amis pour faire comme si ça ne me touchait pas. La tension n'était pas seulement idéologique, elle était aussi professionnelle. » Murphy a révélé avoir trouvé Kani méprisant lorsqu'ils se croisaient dans les cercles mondains hollywoodiens. D'après Murphy, Kani le traitait comme une curiosité, un héros de guerre qui jouait la comédie plutôt que comme un véritable artiste. « Il m'a traité de petit soldat à plusieurs reprises, et pas de manière amicale, » se souvient Murphy. « Ça ne me dérangeait pas qu'on m'appelle soldat. C'est ce que j'étais. Mais lui, il le disait comme une insulte. Ça m'a tout dit sur lui. » Pour Murphy, le respect était primordial. Il admirait les acteurs qui traitaient les autres avec dignité, quelles que soient leurs origines. Des stars comme James Stewart lui-même, pilote décoré de l'armée de l'air, suscitaient son admiration car elles alliaient talent et humilité. Mais chez Cagney, Murphy ne percevait que de l'ego. Il jouait constamment la comédie, même hors caméra. Murphy a un jour déclaré « On n'a jamais su qui était vraiment l'homme. Peut-être même qu'il n'existait pas. » Le temps, la version de Murphy pour Cagney s'est muée en un mépris total. Même lorsque d'autres à Hollywood encensaient Cagney comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, Murphy refusait de se joindre à eux. En interview, interrogé sur Cagney, Murphy changeait de sujet ou se contentait de réponses sèches. En privé, il était plus direct. « Je le détestais plus que quiconque à Hollywood », confia un jour Murphy à un ami. Ce n'était pas de la jalousie. Je n'ai jamais voulu lui ressembler. Je ne supportais tout simplement pas ce qu'il représentait. À mes yeux, il incarnait tout ce qu'il y avait de faux dans ce milieu. Osani Cho. Cette haine était inhabituelle chez Murphy, qui laissait rarement ses sentiments personnels influencer sa vie publique. La plupart du temps, il évitait les querelles hollywoodiennes, préférant un cercle restreint et fidèle. Mais avec James Cagney, il fit une exception. Qu'il s'agisse du ressentiment suscité par l'attitude méprisante de Cagney, son refus d'effectuer son service militaire ou sa façon de se mettre en avant, Audie Murphy ne put tout simplement pas lui pardonner. Jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois que le sujet de James Cagney était abordé, Murphy resta inflexible. Alors que le public et la critique continuaient de saluer Cagney comme l'un des plus grands, Murphy nourrissait une profonde amertume personnelle qui ne s'est jamais estompée. Ces mots la résumaient clairement. À Hollywood, je respectais certaines personnes, j'en appréciais peu d'autres. Mais Cagney, je le haïssais vraiment plus que quiconque. Le 28 mai 1971, Murphy trouva la mort lorsque l'avion privé à bord duquel il était passager s'écrasa contre le flanc d'une montagne à 14 milles nautiques au nord-ouest de Roanoke, en Virginie, dans des conditions de pluie, de nuages et de brouillard et par visibilité nulle. Le pilote et 4 autres passagers périrent également dans l'accident.